Nous allons reprendre cette session droit avec la dernière communication de cette session droit par Judith Oslovy-Schlanger, qui est directrice d'études à l'EPHE à la chaire des manuscrits hébreux et judéo-arabes médiévaux. Elle est également professeure d'études juives et hébraïques à l'université d'Oxford et fellow du Collège Corpus Christi. Ses travaux portent sur l'étude diplomatique de documents juridiques rédigés en caractère hébraïque, je pense que c'est ce que nous allons voir, sur la culture du livre juif, sur la paléographie hébraïque. Donc vous voyez que la philologie est centrale dans ses travaux et comme le montrent les divers projets auxquels elle participe et qu'elle dirige. Vous allez nous parler du sujet suivant, la mise en page comme paratexte dans un compendium légal, le manuscrit BNF hébreu 311. Merci beaucoup. Je tiens à remercier les organisateurs, Francesca, Arnaud et Dario, de m'avoir invité à ce magnifique colloque. Déjà, ce matin, j'ai appris beaucoup de choses et je vous en vraiment remercie. Donc, je parlerai d'un manuscrit hébraïque. Je vois des hébraïsants parmi vous, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser quand je parle. Je pense que c'est important parce que je pense que je parlerai d'une tradition que peut-être certains de vous connaissent un tout petit peu moins. Et les plus anciens manuscrits du droit juif, de la halakha, datent du Xe au XIIe siècle et proviennent d'Orient. Bien sûr, les textes circulaient avant, mais nous n'avons pas des documents de la loi juive avant cette date. Ce sont des livres fort austères. Voilà un exemple. À l'époque où les Bibles sont des manuscrits enluminés, calligraphiés, les manuscrits de la Mishnah, du Talmud ou des deux Talmuds, le Talmud de Palestine et le Talmud de Babylonie, ou bien des monographies juridiques, des codes juridiques des autorités médiévales, sont des livres sans décoration, avec l'écriture dense, les marges d'habitude assez petites, et, ce qui nous intéresse ici, un paratexte tout à fait minimal. Donc nous parlons vraiment de livres d'une grande austérité. On pourrait chercher bien sûr des raisons pourquoi, au moment où les Bibles sont des manuscrits avec un paratexte riche, avec des décorations, pourquoi les documents de la loi ne le sont pas. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais il faut quand même souligner que l'enseignement était basé sur la mémoire et la répétition orale. Donc les livres servaient d'un support à un enseignement qui n'était pas nécessairement centré sur les Bibles. Et visiblement, les bibliophiles ne s'intéressaient pas aux beaux livres de la loi, contrairement aux aspects bibliques, au codex de la Bible. Donc il faut toujours avoir en tête aussi les aspects économiques de la circulation des livres. Donc cette situation va changer complètement à la fin du XIIIe et au XIVe siècle, principalement en Italie et en Europe du Nord. Les manuscrits du Talmud, le livre principal de la loi juive, vont toujours rester des manuscrits austères. Il y a quelques exceptions des livres un peu plus élaborés. En revanche, les autres codes de la loi juive ou des textes juridiques vont être souvent des livres non seulement décorés, mais surtout avec un paratexte très élaboré. Pourquoi ce changement arrive au XIVe siècle, fin XIIIe, XIVe siècle? Il y a encore ici beaucoup de raisons qu'on pourrait évoquer. Le changement dans l'enseignement de la loi juive, le statut de la loi juive qui n'est plus seulement un côté pratique des tribunaux rabbiniques, mais aussi une activité intellectuelle. Encore une fois, les collections des livres incluent des livres de la loi. Mais la raison principale, et j'y reviendrai, est la fréquentation par des scribes juifs des livres et peut-être aussi des ateliers chrétiens. À l'époque qui nous intéresse, nous assistons à un essor de la production de livres décorés avec un paratexte complexe. En commençant par Bologne, il s'agit des livres de la loi
romaine, et nous allons en parler à la fin de mon exposé. Donc, je vais parler aujourd'hui d'un seul exemple. Je vous donne immédiatement la page la plus belle de ce manuscrit. Donc, il s'agit du manuscrit de la Bibliothèque nationale de France, manuscrit hébreu 311. C'est un grand codex, il mesure presque 50 sur 40 cm, 200 folios du parchemin crémeux absolument extraordinaire d'une très bonne qualité. Et il ne contient pas de colophon des scribes, ni aucune information historique. C'est par la paléographie et la codicologie que nous pouvons dater ce manuscrit de la fin du XIVe au début du XVe siècle et le placer dans le sud de zones allemandes, donc nous ne savons pas très bien, ça pourrait aller de la Suisse, Autriche jusqu'à la Bohême. Donc voilà la tradition qui provient de cette partie du monde. C'est d'ailleurs confirmé par l'étude iconographique de ces monstres mi-homme, mi-animal, peut-être taureau si vous regardez les sabots, dont les corps, comme vous voyez, assez amples, est rempli de textes en mode de calligramme. Donc, si vous regardez un tout petit peu les habits de cette personne, le pourpoint bicolore avec des boutons boutonnés jusqu'au cou, avec la dentelle qui les décore, les manches très larges, très amples. Donc, vraiment, il s'agit de la mode qu'on trouve dans l'iconographie du Saint-Empire germanique, justement à la fin du XIVe ou début du XVe siècle. Donc, l'iconographie confirme la paléographie dans ce cas-là. Deux scribes ont travaillé sur ce manuscrit exceptionnel. Donc, ils n'ont pas laissé les colophons, comme je vous ai dit, mais ils ont marqué leur nom, ils ont signalé leur nom dans les manuscrits. Le premier s'appelait Avram, et il a marqué son nom à plusieurs reprises dans les manuscrits, mais ici, sur les folios 195 recto, comme vous le voyez ici, il mentionne son nom à l'intérieur de la citation du livre de Genèse 22.3, qui parle du patriarche Avram, comme vous le savez, qui s'apprête à sacrifier son fils Isaac. Donc ici, vraiment par les truchements paratextuels, le scribe Avram, en utilisant la couleur, mais aussi la décoration, ici vous voyez un charmant dragon, quelques motifs aussi phytoformes, qui soulignent le mot, donc met en relief le mot Avram, et transforme le personnage biblique en scribe contemporain. Donc effectivement, ici, le paratexte, l'utilisation des couleurs et la décoration actualise d'une certaine manière le texte biblique et le rend tout à fait contemporain en tant que symbole du scribe. Le deuxième scribe s'appelait Samuel, Shmuel, il est marqué ici, vous le voyez en bas, en rouge, il apparaît une seule fois, il signe son nom une seule fois. Donc, ces deux scribes travaillent sur un manuscrit extrêmement complexe. Et ce manuscrit est une riche anthologie de textes. Il ne s'agit pas d'un texte spécifique, mais de tout un ensemble textuel où, au milieu, nous avons le code de la loi de Alphasi. Qui était Alphasi? Donc Isaac, fils de Jacob HaKohen, de la ville d'Éphèse. Donc on l'appelle Alphasi, c'est-à-dire celui qui vient de la ville d'Éphèse. Vous avez cette date ici. Il est mort en tant que rabbin de Lucène en 1103. Donc nous sommes vraiment au XIe siècle. Il est l'auteur d'un ouvrage très connu, d'un best-seller médiéval qui est conservé jusqu'à aujourd'hui en 2000 manuscrits et fragments médiévaux. Donc il s'agit vraiment d'un ouvrage, d'un best-seller, d'un ouvrage très 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 important. De quoi il s'agit? Donc le texte principal de la loi juive, c'est le Talmud, et surtout le Talmud de Babylonie. Le Talmud de Babylonie, on l'appelle souvent l'océan du Talmud, Yam HaTalmud en hébreu. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un texte extrêmement ample, très riche. Donc aujourd'hui,
l'édition moderne du Talmud contient 20 volumes in folio. Donc il s'agit vraiment d'une masse d'enseignement juridique. L'enseignement qui est transmis jusqu'à aujourd'hui principalement oralement, bien sûr avec un support d'un livre même imprimé, mais l'apprentissage se fait beaucoup par cœur. Et ce texte était le texte étudié dans des académies, dans les académies juridiques, les académies talmudiques, dans plusieurs endroits du monde médiéval. Donc dans l'Orient, c'était surtout des académies en Irak. À partir du XIe siècle, ce texte, qui est un texte vraiment universitaire, un texte d'études, devient plus populaire. Donc, la population juive en général considère le Talmud comme une base non seulement d'une vie intellectuelle réservée à un monde très spécifique, les rabbins, mais aussi un texte qui peut servir dans la vie de tous les jours. Donc, l'apprentissage, l'enseignement du Talmud devient quelque chose de plus populaire. Et donc, pour pouvoir maîtriser cette masse d'informations juridiques et textuelles, il faut créer des outils. Il faut créer des outils pour aider les étudiants, pour aider les lecteurs à se repérer dans le texte, dans ce corpus, dans cette base de données, en fait, talmudique, parce qu'il ne s'agit pas d'un livre. Il s'agit d'une masse de données juridiques. Et Al-Fassi entreprend d'abréger le Talmud. Il crée ce que nous disons souvent dans le monde des hébraïsants, un digeste du Talmud. Donc il ôte du Talmud des légendes, des exemples un peu farfelus, des discussions entre les rabbins interminables. Il crée un texte de la loi épurée, mais structuré selon l'ordre du Talmud de Babylonie, selon les traités du Talmud de Babylonie. Le Talmud, je vous rappelle, a été rédigé vers le VIe siècle de notre ère à partir des enseignements plus anciens. Donc, au milieu, ici, nous avons le texte de Al-Fassi. Je ne sais pas comment utiliser ça. Voilà. Donc, au milieu, nous avons le texte de Al-Fassi. Et comme vous voyez, dans les marges, nous avons des textes différents. Donc, sur la marge extérieure, nous avons le commentaire de Rashi de Troyes. Il s'agit du commentaire sur le Talmud de Babylonie. C'est très important. Ce n'est pas le commentaire sur Al-Fassi, c'est le commentaire sur le Talmud. Donc, Rashi est le jeune contemporain d'Al-Fassi. Il est mort en 1105. Donc, nous sommes exactement pendant la même période, le XIe siècle, qui signifie le renouveau, le changement de l'approche à l'égard du Talmud. Nous sommes bien sûr avec Al-Fassi, nous sommes en Afrique du Nord. Il était étudiant de la grande académie talmudique de Kérouan et, comme je vous ai dit, maître du Talmud à Lucène, en Andalousie. Avec Rashi, nous sommes à l'autre bout du monde médiéval, nous sommes en Champagne. Et donc, Rashi crée le commentaire non seulement du Talmud, mais aussi de la Bible, le premier commentaire de la Bible dans le monde occidental. Et ces commentaires, jusqu'à aujourd'hui, sont la base de l'enseignement, de l'étude du Talmud. Donc, nous avons les commentaires de Rashi. Et de l'autre côté, nous avons une colonne ontologique de textes variés, de textes multiples. Tout d'abord, nous avons des Tosafot du XIIe et du XIIIe siècle. Tosafot, ça veut dire en hébreu des ajouts. Les ajouts aux commentaires sur les Talmuds de Babylonie de Rashi de Troyes. C'était les descendants de Rashi et aussi ses disciples et les disciples des descendants de Rashi qui ont créé un super commentaire sur Rashi qui s'appelle des ajouts, des Tosafot. Donc, nous l'avons ici. Plusieurs Tosafot différents. Donc, nous avons des Tosafot, par exemple, des rabbis Shimshon ben Avraham de Falaise, qui était le rabbin des Sens, ou bien les Tosafot des rabbins Tam, qui était le petit-fils de Rashi. Nous avons également un livre très important qui s'appelle Sefer Mordechai, du nom de son auteur, Mordechai ben Hillel.
Il l'a rédigé en 1291. Mordechai ben Hillel était le rabbin de la ville de Nuremberg, où il est mort quelques années après la rédaction de ce traité, dans un pogrom de Rindfleisch, tragiquement. Son ouvrage est très important parce qu'il a inclus dans son ouvrage une grande quantité des coutumes et des enseignements des rabbins français, allemands et aussi anglais. Les Juifs ont été expulsés de l'Angleterre une année avant la création de son ouvrage, en 1290, et donc il a inclus les enseignements de tout ce monde ashkénaze qui sont conservés dans son ouvrage. Et en plus, dans notre manuscrit Paris 311, nous avons la version longue, c'est un des exemplaires, des rares exemplaires de la version longue de Sefer Mordechai, qu'on appelle souvent le Mordechai d'Autriche, pour le différencier de la version qui circulait dans le pays rhénan. Nous avons d'autres textes, comme par exemple les Hagahot ou les gloses, les petits commentaires sur les Talmuds de Asher ben Yehiel de Cologne, et beaucoup d'autres textes, vraiment plusieurs dizaines de textes dans une colonne ontologique. Donc j'ai employé à plusieurs reprises le mot ontologie. Effectivement, il ne s'agit pas d'un texte, mais il s'agit d'une bibliothèque de textes légaux. Et je ne considère pas le texte dans les marges ou dans les colonnes latérales comme le paratexte du texte central. Ce n'est même pas son commentaire. À l'époque qui nous intéresse, les commentaires sur notre texte central, cela veut dire Alfasi, existent déjà. Mais notre manuscrit fait un choix très différent. Il ne s'agit pas de commenter le texte central, mais plutôt d'ajouter d'autres textes qui sont des textes indépendants, mais qui sont liés avec le texte principal. Et le lien, c'est le Talmud de Babylone et sa structure. Donc les textes sont structurés selon le Talmud de babylonien, et plutôt que Alfasi, qui lui-même est une abréviation. Donc, tout comme la glose ordinaire chrétienne de la même époque, il s'agit effectivement d'un effet cumulatif de plusieurs textes différents qui sont mis ensemble pour créer un nouveau sens, pour donner du sens à un enseignement talmudique par l'accumulation des enseignements différents, plutôt qu'un commentaire ponctuel sur un texte central. Ça existe aussi dans le judaïsme, mais ce n'est pas le cas ici. Pour mettre en valeur ces liens entre des textes différents, les deux scribes vont mettre en œuvre un paratexte complexe. Et je vais donner quelques exemples de ces paratextes qui vont se situer sur 5 niveaux différents. Donc la mise en page, la mise en texte, les références bibliographiques, le dialogue direct du scribe avec le lecteur et enfin la décoration ou l'illustration. Donc tout d'abord, on remarque une mise en page complexe. Les scribes essayent de faire dialoguer sur la même page deux textes différents. Et ces textes sont de longueurs variées. Donc, il s'agit de programmer chaque page à l'avance d'une telle manière que les textes puissent apparaître sur la même page. Et chaque texte est donc mis en relation avec l'autre tout en gardant son identité. Donc les scribes vont utiliser la devise, par exemple, ici vous le voyez très très bien, de fenêtres. Donc nous pouvons parler vraiment de fenêtres comme des poupées russes. Les fenêtres qui guident l'œil du lecteur et qui constituent, donc chaque fenêtre va constituer une glose ou un texte bien séparé. Ces fenêtres sont séparées les unes des autres par des blancs et très souvent par des couleurs. Nous avons également le concept de la page que vous voyez ici, qui nous permet vraiment, qui mène le lecteur d'entrer dans la page. Donc nous avons vraiment le texte principal avec ces fenêtres et nous avons l'impression que c'est un portail qui nous invite à entrer dans le texte et qui permet exactement, qui guide le lecteur vers l'intérieur du texte et à l'intérieur du texte vers ces différentes unités textuelles que nous voyons. Donc ici, le paratexte n'est pas verbal, il s'agit d'une mise en page qui met
en dialogue les textes différents sur la même page. Nous avons également la mise en texte, c'est-à-dire les éléments, cette fois-ci à la fois visuels et textuels, qui marquent les coupures du déroulement de ces gros manuscrits et qui permettent au lecteur d'entrer dans les textes encore une fois, de les naviguer, de se retrouver le repérage dans les textes. Donc nous avons des titres des Masechot, donc des traités séparés de Alfasi, mais aussi du Talmud, donc ils correspondent au titre du Talmud. Ici, nous avons les titres Souka, comme vous voyez, dans un espace blanc. Après, très important, l'explicite qui est encore plus beau et mieux décoré que les titres principaux. Peut-être les titres d'ailleurs n'ont jamais été finis, c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est tout à fait, c'est peut-être ça, mais effectivement, nous avons des titres des sous-sections, mais nous avons également des explicites. Les explicites sont très importants dans les manuscrits médiévaux juifs parce que, peut-être parce que les manuscrits étaient à l'origine, y compris les manuscrits du Talmud, transmis sur les rouleaux plutôt que sur les codex, c'était plus important de marquer la fin d'un ouvrage plutôt que le début, pour ne pas dérouler tous les manuscrits, mais pour voir immédiatement qu'est-ce qu'il y a dans les manuscrits sur l'étagère en notant un tout petit peu le pan du rouleau. Donc les explicites sont décorés et ils sont introduits toujours par slik ou slika, qui veut dire tout simplement explicite en araméen. Donc les explicites sont très importants. D'autres éléments du paratexte sont des titres que vous voyez en utilisant la couleur rouge, aussi la taille des caractères plus grande. Nous avons les sous-titres de sous-section marqués en rouge. Donc ici, à l'intérieur du texte de Alfasi, nous avons la fenêtre de la Mishnah, la fenêtre de la Gemara, donc du Talmud, et la fenêtre Peyut du Perush, c'est-à-dire les commentaires, donc ce qui a été ajouté par Alfasi à partir des autorités du début du Moyen-Âge. Donc, nous avons ici ces éléments qui nous permettent de naviguer dans le texte très facilement. Nous avons également, et ça c'est une chose assez rare, des références bibliographiques. À l'époque ancienne et début du Moyen-Âge, des textes de la loi juive sont des textes collectifs ou bien apocryphes. À l'époque médiévale, nous assistons, sous l'influence du adab du monde musulman, à la naissance de l'auteur. Mais même quand les auteurs signent et réclament leurs propres idées, les scribes ne marquent pas toujours les noms des auteurs ou les titres des ouvrages. Mais ce n'est pas le cas dans notre manuscrit. Ici, chaque glose a une note en bas de glose, très souvent en rouge, donc vraiment mise en relief. Ici, je vous ai donné plusieurs exemples où les noms des auteurs où les titres de leurs ouvrages sont mentionnés parfois avec des expressions clairement paratextuelles, comme par exemple ayen, c'est-à-dire voir, cf, d'accord, donc vraiment des renvois internes. Très souvent, les noms sont mentionnés en abréviation. C'est quelque chose de très important, parce que quand vous ne mettez pas les noms en entier, cela veut dire que les scribes font référence à des connaissances d'un milieu des lecteurs. Les lecteurs doivent savoir que Rashi, ça veut dire Rabbi Shlomo ben Yitzhak, d'accord? Donc tout ça, c'est une sorte de dialogue interne à un groupe très spécifique. Donc voilà, nous avons des références. Nous avons aussi ce que Genette appelait le paratexte éditorial. Je pense qu'on peut utiliser ce terme, même si nous sommes bien sûr dans une culture manuscrite, où l'éditeur, je pense, est le scribe, tout simplement. Nous avons plusieurs exemples du dialogue, des paroles du scribe à l'égard du lecteur. Il parle au lecteur directement. Par exemple, ici, il va dire « Tout ce que je copie à partir d'ici, jusqu'à ce que je commence la copie du traité Bava Batra, donc traité suivant, je ne l'ai trouvé que dans un seul manuscrit exemplaire d'Alfasi. Il me semble pourtant que ce passage est bien le texte du rabbin de Fès. » Donc vous voyez un côté philologique extrêmement honnête. C'est le scribe qui nous dit « Pour pouvoir copier ce manuscrit, je vérifiais le texte sur plusieurs manuscrits différents, mais pour ce passage, je n'ai qu'une copie.
Donc, je vous laisse, moi je pense que c'est Al-Fassi, mais je vous laisse juger. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette note-là, où le même scribe, donc Samuel, signe sa glose en rouge avec son propre nom. Comme ça, nous connaissons son nom. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, en ce qui concerne ce commentaire, cette fenêtre, il parle de cette fenêtre-là, je l'ai corrigé, moi, Samuel le scribe. Donc, il a dû trouver une copie qu'il a considérée comme illisible, difficile à lire ou comprendre, et il a ajouté des choses, il a complètement édité. C'est vraiment un éditeur. Mais par ce paratexte qu'il a mis en plus en rouge, pour être sûr que nous l'avons bien remarqué, il nous met en garde. C'est un véritable paratexte éditorial. Et finalement, beau et utile, la décoration ou illustration comme paratexte. Je n'ai pas beaucoup de temps, si vous me permettez de prendre encore quelques minutes pour ça. Donc voilà, donc paratexte, je choisis cette page-là, où vous voyez un texte central de Al-Fassi et les deux commentaires, pas énormes, pas beaucoup de textes, qui ont été écrits en calligramme, mais pas n'importe quel calligramme, en forme de chaussure. Donc nous avons une petite botte avec son petit talon tout charmant aussi en calligramme, et ce que nous avons de l'autre côté, c'est une poulaine ou la chaussure de Pologne qui était très à la mode pendant la deuxième moitié du XIVe et au XVe siècle. Comme vous voyez, c'est une chaussure molle, longue, avec le bout très très long qui entre dans la bouche de ce petit dragon, lui-même calligramme du texte. Donc, décoration, oui, non, pas tout simplement. Pourquoi? Parce que les textes illustrent le Sidur Khalitsa. Sidur Khalitsa, le déroulement de la cérémonie du déchaussement. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous au courant de ce que ça veut dire le déchaussement dans le judaïsme et le mariage léviratique. Je vous réfère ici au Deutéronome 25, 5, 10 que vous voyez ici. Il s'agit d'une loi biblique. Si une femme devient veuve sans avoir d'enfant, elle a l'obligation d'épouser son beau-frère, ou plutôt le beau-frère a l'obligation de l'épouser, et le premier enfant de la nouvelle union portera le nom du frère mort, du frère défunt, pour continuer sa lignée et son nom en Israël. Si le beau-frère ne souhaite pas épouser sa belle-sœur, ils peuvent procéder à une cérémonie de Khalitsa, une cérémonie de déchaussement. La Bible explique, donc la femme ôte la chaussure de l'homme et l'insulte en lui crachant au visage et en prononçant des formules pour l'insulter. Donc, bien entendu, ça peut nous paraître tout à fait incongru, cette coutume, mais je vous assure qu'elle est pratiquée jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette loi est tout à fait pratiquée. Donc, les chaussures illustrent Al-Fassi à ce sujet, mais pas n'importe comment. Pourquoi? Parce que la Bible, comme vous voyez, nous donne une situation très simple. Mort d'un mari, le mariage léviratique, le frère qui ne veut pas épouser, donc on fait une khalitsa. D'accord, mais à l'époque médiévale, le statut de la femme change. Et les opinions des rabbins se polarisent. Pour les rabbins orientaux, comme Al-Fassi, ou 100 ans après lui, Maïmonide, c'est le Lévira qui est le plus important. Donc ils vont concentrer leurs commentaires juridiques sur le mariage lui-même. Mais pour les rabbins, surtout français, tels que Rachi, qui était le père de 3 filles, alors lui, il était toujours en faveur de femmes, le statut de la femme a changé. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire si le beau-frère est déjà marié? D'accord? Le problème ne se pose pas ni pour la Bible, ni pour le monde maghrébin et oriental, parce que la polygamie est permise. Mais dans le monde français et allemand, la polygamie a été interdite par Rabbeinu Gershom Meor Hagolah de Mayence ou de Metz dès le XIe siècle. Alors, au XIe siècle, non, il n'y a plus de polygamie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et pire encore, qu'est-ce qu'on va faire si la femme ne veut pas épouser son beau-frère? D'accord? Là, la Bible ne se pose même pas cette question.
mais les rabbins français se la posent. Nous avons même des responsa, des lettres des rabbins, qui parlent d'une veuve belle et riche et d'un beau-frère qui fait l'impossible pour la forcer à l'épouser, et il n'est pas désirable du tout. Alors les rabbins trouvent toutes sortes de moyens pour le forcer à permettre à la femme de faire la cérémonie de la Khalitsa. Donc en fait, avoir ici ce symbole de chaussure n'est pas anodin. Et pas seulement ça. Étant donné que pour les rabbins allemands et français, c'est la cérémonie des déchaussements qui est importante, ce n'est pas le mariage. Leur énergie exégétique va se concentrer sur la cérémonie des Khalitsa, donc aussi sur la chaussure. Alors, si Al-Fassi va nous dire, en répétant la Mishnah et le Talmud, il va nous donner des renseignements de base au sujet des chaussures, je n'aurai pas le temps d'aller en détail. Les textes des commentateurs sur lesquels nous parlons vont donner des descriptions très poussées de quoi la chaussure a l'air. Et voilà. Donc, la chaussure, botte haute, en cuir, avec le talon et avec le lacet, avec des œillets. Vous voyez cette chaussure ici en bas, c'est une chaussure moderne, c'est une chaussure comme ça, c'est surréaliste, qui est utilisée jusqu'à aujourd'hui pour la Khalitsa. Le bout est arrondi, vous voyez ça ici, comme dans notre chaussure, qui est la chaussure bonne pour la Khalitsa. En revanche, la chaussure que nous voyons de l'autre côté est une poulaine. Celle-ci vient du XVe siècle, des fouilles archéologiques de la ville de Gdańsk en Pologne. Et donc, c'est une chaussure qui ne va pas. C'est une chaussure souple, sans talons, et une chaussure qui n'a pas de lacet et qui a surtout les longs bouts pointus. Donc, une chaussure qui ne peut pas être utilisée pour la Khalitsa. Donc, notre texte nous montre les deux. Notre texte nous renvoie non seulement aux discussions à travers plusieurs pages de notre manuscrit, entre des rabbins différents au sujet de comment faire la chaussure de la Khalitsa. Est-ce que le cuir doit être noir ou blanc? Est-ce que les lacets doivent être blancs? Etc., etc. Donc, il y a beaucoup de discussions sur plusieurs pages. Comment faire cette chaussure? D'accord? Donc, nous avons, à travers cette illustration, un dialogue tout à fait paratextuel à l'intérieur du texte, mais en même temps, on nous renvoie aussi à la réalité de l'époque. Non seulement la chaussure tout à fait acceptable, mais la chaussure qui n'est pas acceptable, la poulaine, c'était la chaussure la plus à la mode, extrêmement convoitée, extrêmement inconfortable, que l'Église accusait d'être vaine et complètement interdite. C'était une chaussure vraiment à la mode, mais très interdite. Et nous le voyons ici. Donc il y a aussi une sorte de dialogue avec plein d'humour avec le monde d'aujourd'hui. Donc, pour finir, ce manuscrit-là, c'est juste le début de l'étude du paratexte de ce manuscrit extrêmement complexe, mais ce qui est très important, et je voudrais finir avec ça, c'est de souligner que ce manuscrit n'est pas le seul. Il y a une tradition qui est attestée aujourd'hui par plusieurs dizaines de manuscrits. Le manuscrit de la loi, celui-là vient de Berne, donc du XVe siècle, qui sont des manuscrits avec un paratexte très élaboré, et certains contiennent exactement le même texte que nous avons vu dans le manuscrit de Paris, comme ce Al-Fassi avec les autres textes ontologiques, probablement du même atelier que les manuscrits de Paris. Ce manuscrit-là se trouve aujourd'hui à Francfort. Donc nous avons toute une tradition qui montre la production de livres de luxe, de livres vraiment de qualité par les scribes juifs, mais qui montre aussi l'acculturation des juifs au monde des livres juridiques, des livres de droit latin. Parce que quand nous regardons à la fois l'aspect ontologique de ces livres et cette mise en texte et mise en page qui est nouvelle pour les manuscrits hébreux par rapport aux livres de la loi anciens, effectivement, nous retrouvons des principes qui existent dans les manuscrits de Bologne et d'autres centres du droit romain. Merci beaucoup.